Il a bâti un empire à partir de rien, mais a découvert que même le succès ne comble pas la solitude. À la veille du mariage, il comprend que l'amour de sa fiancée pourrait n'être qu'une façade, et feint d'être aveugle pour voir la vérité. Ce qu'il observe dans le silence révèle qu'il resterait réellement à ses côtés, même dans l'obscurité. Avant de commencer, rejoignez notre famille ici sur la chaîne. Abonnez-vous maintenant, laissez un j'aime. Cela aide énormément notre travail, et écrivez dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Édouard Fournier se réveillait chaque matin à 5h40, non par nécessité, mais par habitude. Pendant des décennies, son réveil avait été le son de la pluie tambourinant sur le toit de zinc du logement précaire où il avait grandi, dans la cité des Muguets à Saint-Denis. Aujourd'hui, à 45 ans, ce qui le tirait du sommeil était le doux murmure de la cascade artificielle dans le jardin de son hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. Mais la discipline restait la même. Assis au bord de son lit king size, Édouard observait à travers la baie vitrée la ville qui s'étendait en contrebas comme un tapis infini de lumière qui commençait à s'éteindre avec l'arrivée de l'aube. 22 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait quitté cette baraque de 3 mètres sur 2, n'emportant avec lui qu'un diplôme technique en comptabilité et une faim insatiable de réussir dans la vie. Aujourd'hui, son entreprise de logistique était l'une des plus grandes du pays, avec des flottes réparties sur tout le territoire national et des contrats millionnaires qui dynamisaient l'économie française. Mais en ce matin de vendredi, ce qui occupait son esprit n'était ni les rapports financiers qui l'attendaient à son bureau, ni la réunion avec des investisseurs japonais prévue pour l'après-midi. C'était Camille, sa fiancée de 29 ans, diplômée en administration de HEC Paris, fille d'une famille traditionnelle de Megève, qui dormait paisiblement à ses côtés, ses cheveux châtains étalés sur l'oreiller en soie importée. Édouard l'observa quelques instants, essayant de déchiffrer ce qu'il ressentait en la voyant là. De dire l'amour? Certainement. Camille était intelligente, élégante, savait converser sur l'art, la littérature, la politique internationale. Elle avait un rire cristallin qui résonnait dans les couloirs de la demeure et une manière délicate de pencher la tête lorsqu'elle était concentrée. Mais il y avait autre chose, quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer, une sensation qui grandissait dans sa poitrine comme une ombre s'étendant lentement. Il se leva en silence et se dirigea vers le dressing, où il choisit l'un des costumes sombres alignés avec une précision militaire. Tandis qu'il s'habillait, son esprit vagabonda vers la conversation de la veille au soir. Il dînait sur la terrasse, sous les étoiles, lorsque Camille avait abordé une fois de plus le sujet du régime matrimonial. « Édouard, mon amour, avait-elle dit, jouant délicatement avec son verre de vin français entre les doigts, as-tu pensé à parler à maître Henri de ces clauses de notre contrat de mariage? Ce n'est pas par méfiance, c'est juste que ma cousine Florence m'a raconté des histoires horribles de personnes qui se sont retrouvées dans des situations compliquées parce qu'elles n'avaient pas les bons documents. » Sur le moment, Édouard avait souri et acquiescé, disant qu'il prendrait rendez-vous avec l'avocat la semaine suivante. Mais maintenant, dans le silence de l'aube, cette conversation résonnait différemment dans son esprit. Ce n'était pas la première fois que Camille abordait le sujet. Ces dernières semaines, elle avait mentionné les assurances-vie, les testaments, les investissements offshore, toujours avec le même ton désinvolte, comme quelqu'un qui commente la météo. Édouard finit d'ajuster sa cravate italienne et descendit l'escalier de marbre menant à la cuisine. L'hôtel particulier de 800 mètres carrés était silencieux, à l'exception du bruit presque imperceptible des pas de Madame Louise, qui préparait déjà le petit déjeuner. Louise travaillait pour Édouard depuis plus de 10 ans, depuis l'époque où il vivait encore dans l'appartement de 3 chambres du 16e arrondissement, bien avant que Camille n'apparaisse dans sa vie. « Bonjour, monsieur Édouard », murmura-t-elle de sa voix basse et respectueuse, sans lever les yeux du plateau qu'elle préparait. Louise était une femme de 52 ans, aux cheveux grisonnants toujours attachés en un chignon impeccable, qui avait élevé seule 3 enfants après la mort prématurée de son mari. Édouard la connaissait suffisamment bien pour percevoir que quelque chose la tracassait. « Bonjour, Madame Louise. Quelle est cette mine? Il s'est passé quelque chose ?» Elle hésita un moment, ses mains s'immobilisant au-dessus des assiettes en porcelaine. « Ce n'est rien, monsieur Édouard. C'est que... Hier, alors que je rangeais la chambre d'amis, j'ai entendu sans le vouloir Madame Camille au téléphone.
Édouard sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. De quoi parlait-elle? Louise baissa encore plus la voix, comme si les murs eux-mêmes pouvaient écouter. Elle parlait avec quelqu'un de bijoux, demandant combien valait le collier de perles que vous lui avez offert le mois dernier. Et puis elle a posé des questions sur des peintures, celles qui sont dans la salle à manger. Le silence qui suivit fut lourd comme du plomb. Édouard sentait son cœur battre plus fort, mais son expression resta impassible. Il avait appris, au fil des années, à négocier avec des hommes d'affaires expérimentés, à ne jamais montrer ni surprise ni malaise. Peut-être qu'elle pensait souscrire une assurance, dit-il, plus pour lui-même que pour Louise. « C'est possible, oui, monsieur, » acquiesça-t-elle, mais son ton laissait clairement entendre qu'elle ne croyait pas à cette possibilité. Édouard prit son café en silence, dégustant lentement le liquide sombre tout en observant le jardin par la fenêtre. Les mots de Louise résonnaient dans son esprit, se mêlant à toutes les petites observations qu'il avait faites sur Camille ces dernières semaines. La façon dont ses yeux brillaient lorsqu'il mentionnait une affaire lucrative. Comment elle trouvait toujours un moyen d'orienter les conversations vers des sujets financiers. Comment elle avait insisté pour rencontrer son comptable, son avocat, son conseiller en investissement. Mais Édouard était un homme qui avait bâti un empire sur l'observation attentive et l'analyse froide des faits. Il ne prendrait aucune décision hâtive basée uniquement sur des soupçons. Si Camille n'était intéressée que par son argent, il devait en avoir la certitude absolue avant de la confronter. C'est alors qu'une idée commença à se former dans son esprit. Une idée terrible et géniale à la fois. « Madame Louise » appela-t-il, faisant approcher l'employé. « Vous souvenez-vous de l'accident que j'ai eu il y a une quinzaine d'années, quand je lançais l'entreprise? Ce problème à la vue qui m'a laissé quelques jours sans voir correctement? » « Je m'en souviens, oui, monsieur Édouard. Vous étiez très inquiet à l'époque, pensant que vous alliez perdre la vue pour toujours. » « Exactement. Et vous vous souvenez aussi du docteur Marcel, l'ophtalmologue qui m'a soigné. Il est toujours mon ami, il dîne ici de temps en temps. » Louise confirma d'un signe de tête, sans comprendre où Édouard voulait en venir. « Madame Louise, j'ai besoin que vous me rendiez un service très spécial, et il faut que ce soit notre secret, du moins pour l'instant. » L'employé s'approcha encore plus, ses yeux montrant une loyauté qu'Édouard savait être sincère. « N'importe quoi, monsieur Édouard. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. » Édouard expliqua son idée à voix basse, observant attentivement l'expression de Louise à mesure qu'elle comprenait l'ampleur du plan. Quand il eut fini, elle resta silencieuse quelques secondes, assimilant tout ce qu'elle avait entendu. « Êtes-vous certain de vouloir faire ça ?» demanda-t-elle finalement. « J'ai besoin de connaître la vérité, Madame Louise. Si je me trompe sur Camille, je m'excuserai pour le reste de ma vie. Mais si j'ai raison... » Il ne termina pas sa phrase. Ce n'était pas nécessaire. Cet après-midi-là, Édouard était dans son bureau au 22e étage de l'immeuble commercial de la Défense lorsqu'il appela le docteur Marcel Antoine. L'ophtalmologue, surpris par la demande insolite de son patient et ami, hésita d'abord à accepter le plan. « Édouard, c'est très risqué. S'il le découvre, ma carrière pourrait être ruinée. »« Marcel, tu me connais depuis combien de temps ? Ai-je déjà fait quelque chose qui pourrait te nuire ou nuire à qui que ce soit d'autre? J'ai juste besoin de quelques faux examens et d'un certificat médical temporaire. Dans 2 semaines, au maximum, je révélerai la vérité et j'assumerai toute la responsabilité. » Après une longue conversation, le médecin accepta d'aider. Il connaissait Édouard. Depuis des années, connaissait son intégrité et la trajectoire d'homme honnête qu'il avait construite. S'il demandait cela, il devait avoir une raison très sérieuse. Quand Édouard rentra chez lui ce soir-là, il trouva Camille dans le spa de la demeure, se relaxant dans le bain à remous tout en buvant du champagne français. Elle était radieuse, racontant la journée qu'elle avait passée au centre commercial avec des amis, les achats qu'elle avait faits, les plans pour la fête de fiançailles qui aurait lieu dans 3 semaines. « Mon amour, ça va ?» demanda-t-elle, remarquant quelque chose de différent dans l'expression d'Édouard. « Tu as l'air soucieux. » Édouard s'assit sur le bord du bain, caressant délicatement le visage de Camille. À ce moment, une partie de lui espérait encore se tromper complètement sur ses soupçons. Espérait qu'elle était vraiment la femme amoureuse qu'elle prétendait être. « Je suis juste un peu fatigué, mon amour. Ce fut une longue journée au bureau. » Camille sourit et attira sa main dans l'eau tiède. Pauvre petit homme d'affaires.
Tu veux que je te fasse un massage après? Ou tu préfères qu'on commande japonais et qu'on regarde un film? Édouard lui rendit son sourire, mais à l'intérieur, il sentait un vide grandir. Dans 24 heures, il saurait si la femme à ses côtés était vraiment celle qu'il pensait. Le lendemain matin, samedi, Édouard se réveilla plus tôt que d'habitude. Camille dormait encore profondément à ses côtés, un bras jeté sur sa poitrine dans un geste qui semblait affectueux, mais qu'il observait maintenant d'un autre œil. Il se leva prudemment pour ne pas la réveiller et se dirigea vers la salle de bain. Dans le miroir, il observa son propre reflet, des cheveux sombres avec quelques fils grisonnants aux tempes, de fines rides autour de ses yeux verts, le résultat d'années à sourire en réunion et à conclure des affaires. Il était un homme séduisant pour son âge, il le savait. Mais il savait aussi que son principal attrait avait toujours été la stabilité financière qu'il pouvait offrir. Il prit une douche, enfila des vêtements décontractés et descendit à la cuisine. Louise préparait déjà le petit déjeuner du week-end, plus élaboré que celui des jours de semaine. Crêpes, fruits frais, jus naturel, pains au levain qu'elle faisait elle-même. « Bonjour, monsieur Édouard. Avez-vous bien dormi ?»« Plus ou moins, Madame Louise. Et vous prête pour notre représentation ?» Elle acquiesça gravement. « Oui, monsieur. Mais je pense toujours que vous devriez d'abord lui parler, lui donner une chance de s'expliquer. » Édouard appréciait la bonté sincère de Louise, sa tendance à toujours croire au meilleur chez les gens. C'était l'une des qualités qu'il admirait le plus en elle. « Si je me trompe, je promets de me racheter auprès de Camille pour le reste de ma vie. Mais j'ai besoin de savoir. » Vers 10 heures du matin, Camille descendit, vêtue d'un des peignoirs en soie qu'Édouard, lui, avait acheté à Paris. Elle était belle comme toujours, les cheveux légèrement en désordre du sommeil, la peau dorée par une exposition contrôlée au soleil de la piscine. « Bonjour, mon amour, » dit-elle, en lui donnant un long baiser sur les lèvres. « Quelle odeur délicieuse, Louise, je meurs de faim. » Ils prirent le petit déjeuner tous les trois sur la terrasse, discutant des plans pour le week-end. Camille suggéra une escapade rapide à Megève, où il pourrait rendre visite à sa famille et en profiter pour parler avec son cousin avocat de quelques détails du mariage. Il y a toujours des questions administratives de dernière minute, expliqua-t-elle en mordillant délicatement un morceau de papaye. Il vaut mieux tout régler avant pour ne pas avoir de maux de tête plus tard. Édouard acquiesça, l'observant attentivement. Chaque mot, chaque geste, chaque expression du visage. Dans quelques heures, tout cela serait mis à l'épreuve. Après le petit déjeuner, ils se dirigèrent vers la piscine. Édouard faisait ses longueurs matinales, tandis que Camille bronzait sur une chaise longue, feuilletant un magazine de décoration et commentant occasionnellement les changements qu'elle aimerait apporter à la demeure. « Édouard, as-tu pensé à changer ces tableaux de la salle à manger? Non qu'ils ne soient pas beaux, mais ils sont un peu vieillots. Je connais une galerie merveilleuse dans le Marais avec des pièces plus contemporaines. » Édouard arrêta de nager et s'appuya sur le bord de la piscine. « Ce sont des tableaux que j'ai achetés il y a de nombreuses années, quand je commençais à avoir les moyens d'investir dans l'art. Ils ont une valeur sentimentale pour moi. Bien sûr, mon amour, je comprends parfaitement. C'est juste que parfois c'est bien de renouveler les ambiances, tu sais, donner un nouveau visage aux choses. » Elle se remit à feuilleter le magazine, apparemment désintéressée par sa réponse. Mais Édouard avait remarqué comment ses yeux avaient brillé lorsqu'il avait mentionné « investir dans l'art ». Une autre pièce du puzzle se mettait en place. À 14 heures, ils se dirigèrent vers le bureau à domicile où Édouard gardait ses documents personnels. Il avait prévu une visioconférence avec un client de Marseille et Camille proposa d'organiser quelques papiers pendant qu'il travaillait. Ce fut pendant cette réunion virtuelle qu'Édouard exécuta la première partie de son plan. Au milieu d'une explication sur la logistique portuaire, il feignit un vertige soudain. Il porta les mains à sa tête, cligna des yeux plusieurs fois comme s'il avait du mal à voir. « Excusez-moi, messieurs, je ressens quelque chose d'étrange à la vue, » dit-il à la caméra. « On reporte cette réunion ?» Camille, qui organisait des documents sur une étagère voisine, s'approcha immédiatement. « Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Que ressens-tu » Édouard se leva en chancelant légèrement, une main appuyée sur la table. « Tout est un peu flou, ce doit être un mal de tête, j'ai trop travaillé cette semaine. Allons dans la chambre, tu as besoin de te reposer. » Camille l'aida à monter les escaliers, sincèrement inquiète. Le reste de l'après-midi,
Elle fut attentionnée, lui apporta du thé, lui fit des compresses froides sur le front. Édouard se sentait presque coupable de la tromper, en voyant toute cette affection apparente. Mais le soir, lorsqu'il feignit que les symptômes s'aggravaient, qu'il dit ne voir que des silhouettes et des taches floues, sa réaction commença à changer subtilement. L'inquiétude était toujours là, mais Édouard perçut un ton différent dans sa voix, une impatience presque imperceptible. « Édouard, tu es sûr de ne pas vouloir aller à l'hôpital? Ça pourrait être quelque chose de sérieux. » « J'appellerai le docteur Marcel demain matin. Si ça ne s'améliore pas, nous irons à l'hôpital. » Camille acquiesça, mais Édouard remarqua comment elle s'attarda à regarder autour de la chambre, comme si elle cataloguait mentalement les objets de valeur dispersés dans la suite. Le dimanche matin, le docteur Marcel arriva à la demeure pour une consultation à domicile. Édouard lui avait demandé d'être le plus convaincant possible, et le médecin joua son rôle à la perfection. Il examina les yeux d'Édouard avec du matériel portable, posa des questions techniques, montra une inquiétude sincère. « Il faut que tu viennes au cabinet pour des examens plus approfondis, » dit-il devant Camille. « Il pourrait s'agir d'une lésion de la rétine causée par le stress ou l'hypertension. Cela arrive parfois chez les cadres qui travaillent sous une forte pression. » Camille accompagna Édouard au cabinet, où le docteur Marcel réalisa une batterie de faux examens. Des heures plus tard, lorsqu'ils en sortirent avec le diagnostic de cécité temporaire causée par un traumatisme vasculaire, Édouard observa attentivement la réaction de sa fiancée. Camille pleura. Elle le serra fort dans ses bras, dit qu'elle avait peur, qu'elle ne savait pas comment ils allaient affronter cela ensemble. Mais Édouard, feignant de ne pas voir, remarqua quelque chose dans sa voix qui ne correspondait pas aux larmes. Une sorte d'excitation contenue, comme si elle était en train d'assimiler les implications de cette nouvelle situation. Pendant le trajet de retour, elle posa de nombreuses questions sur le pronostic, sur la durée de la cécité, sur la façon dont cela affecterait les affaires d'Édouard, des questions qui pouvaient être interprétées comme une préoccupation amoureuse, mais qui s'intiennent différemment pour quelqu'un qui prêtait attention aux détails. « Le docteur a dit que ça pouvait durer combien de temps déjà ?» demanda-t-elle pour la 3e fois. « Entre 1 et 3 mois, en fonction du traitement. Et tu pourras travailler. Je veux dire, tu pourras prendre des décisions importantes pour l'entreprise. » Édouard feignit d'être trop épuisé pour répondre, appuyant sa tête contre le siège de la voiture. Mais son esprit était complètement alerte, enregistrant chaque mot, chaque intonation. Quand ils arrivèrent à la maison, Louise les attendait à la porte, avec une expression d'inquiétude qu'Édouard savait être sincère. Elle avait joué son rôle à la perfection, montrant choc et tristesse face à la nouvelle. « Monsieur Édouard, je suis désolé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. »« Merci, Madame Louise. Nous allons devoir réorganiser certaines choses dans la maison pour que je puisse me déplacer en toute sécurité. » Camille se proposa immédiatement de s'occuper de tout. Elle dit qu'elle assumerait les responsabilités domestiques, qu'elle l'aiderait avec le courrier, qu'elle serait ses yeux jusqu'à ce que sa vue revienne. Édouard la remercia, feignant l'émotion. Mais à l'intérieur, il sentait un froid dans le dos, car il y avait quelque chose dans la hâte de Camille à prendre le contrôle des choses qui ne semblaient pas motivées uniquement par l'amour. Le test avait commencé, et Édouard soupçonnait que les résultats ne seraient pas ceux que son cœur espérait trouver. Dans les jours suivants, tout serait révélé. La vérité trouve toujours un moyen de faire surface, et Édouard était prêt à affronter n'importe quelle découverte, peu importe à quel point cela pourrait faire mal, car en fin de compte, il préférait vivre dans une réalité amère que dans la douce illusion du mensonge. La première semaine fut un exercice de retenue. Édouard dut réapprendre chaque mouvement dans sa propre maison, feignant de trébucher sur des meubles qu'il connaissait par cœur, tâtant les murs comme s'il s'agissait de territoires inconnus. Camille, les premiers jours, fit preuve d'une patience qui le fit presque douter de ses soupçons. Elle le guidait dans la demeure avec délicatesse, expliquait où se trouvaient les objets, réorganisa quelques pièces pour faciliter ses déplacements. « Mon amour, j'ai mis une chaise ici, à côté du lit, pour que tu puisses poser tes vêtements, » disait-elle d'une voix douce. « Et j'ai déplacé la table de chevet pour que tu ne te cognes pas le genou. » Édouard la remerciait avec des gestes qu'il croyait convaincants, mais à l'intérieur, il observait chaque détail de la façon dont Camille se comportait lorsqu'elle pensait qu'il ne pouvait pas la voir. Et ce furent précisément ces moments d'inattention qui commencèrent à révéler la vraie nature de sa fiancée.
Le mardi de la première semaine, alors qu'il feignait de somnoler dans le fauteuil du salon, Édouard entendit Camille parler au téléphone sur le balcon. Elle s'était éloignée exprès, pensant qu'il ne pourrait pas l'entendre en raison de la distance et de sa prétendue vulnérabilité. « Martine, c'est incroyable ce qui s'est passé », disait-elle à quelqu'un à l'autre bout du fil. « Il est devenu aveugle, temporairement, mais quand même. C'est une situation compliquée, tu sais. Tout ce que nous avions prévu pourrait tomber à l'eau s'il ne peut pas travailler correctement. » Édouard sentit son sang se glacer dans ses veines. Le ton de Camille n'était pas celui d'une femme inquiète pour le bien-être de l'homme qu'elle aimait. C'était celui de quelqu'un qui calculait des pertes. « Non, ce n'est pas ça, » continua-t-elle après une pause. « Bien sûr que je suis inquiète pour lui, mais je dois aussi être pratique. Le mariage est prévu dans 3 semaines, et maintenant je ne sais pas si c'est le moment idéal. Un homme aveugle ne peut pas signer de documents, ne peut pas prendre de décisions importantes sur les affaires. » Édouard serra les poings, mais garda sa respiration contrôlée, feignant toujours de dormir. Chaque mot de Camille était comme un coup de poignard dans sa poitrine, confirmant les pires craintes qu'il avait nourries. « Je vais me donner 1 semaine pour voir comment il évolue. S'il ne s'améliore pas, il vaudra peut-être mieux tout reporter. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui n'a pas le contrôle total de ses propres biens. » Quand Camille revint dans le salon, Édouard feignit de se réveiller de sa sieste, s'étirant comme quelqu'un qui avait profondément dormi. Elle s'approcha avec un sourire qu'il savait maintenant être complètement faux. « Comment te sens-tu, mon amour? Tu veux que je te prépare quelque chose à manger? »« Je vais bien, merci. Tu parlais à quelqu'un. »« C'était juste. Martine inquiète pour toi. Tout le monde t'envoie ses amitiés. » Édouard acquiesça, mais à l'intérieur, il sentait une profonde tristesse s'installer. Ce n'était pas seulement la trahison de ses sentiments qui faisait mal, mais la froideur calculatrice avec laquelle Camille envisageait sa souffrance. Le mercredi, les choses commencèrent à changer de manière plus évidente. Camille se mit à montrer de l'impatience pour de petites tâches. Quand Édouard renversa sans le vouloir un verre d'eau sur la table du petit déjeuner, elle soupira de manière audible avant de nettoyer. « Édouard, tu dois faire plus attention. Je ne peux pas passer. Mon temps à nettoyer derrière toi. » Le ton était tranchant, très différent de la patience des premiers jours. Édouard s'excusa, feignant la gêne, mais enregistrait mentalement chaque changement dans l'attitude de sa fiancée. Louise, qui observait tout discrètement, commença à se rapprocher davantage d'Édouard quand Camille n'était pas là. Le jeudi matin, alors que Camille était partie pour un massage au spa, l'employé s'assit à côté de lui sur la terrasse. « Monsieur Édouard, » dit-elle à voix basse, « je peux vous dire quelque chose. »« Bien sûr, Madame Louise. Qu'y a-t-il ?»« Hier, je passais la serpillière dans la salle à manger et j'ai de nouveau entendu Madame Camille au téléphone. Elle demandait à quelqu'un la valeur de ces tableaux qui sont sur le mur. » Édouard sentit son estomac se nouer. Qu'a-t-elle demandé exactement? Elle voulait savoir combien coûterait l'expertise d'œuvres d'art, s'il fallait un document spécial pour les vendre. Elle a aussi parlé de colliers et de bracelets, demandant s'il valait mieux les vendre dans une bijouterie ou lors d'une vente aux enchères. Louise fit une pause, comme si elle rassemblait son courage pour continuer. « Monsieur Édouard, ce ne sont pas mes affaires, mais je pense que vous devriez être vigilant. Hier, elle fouillait aussi dans les tiroirs de votre bureau. Elle a dit qu'elle cherchait des documents à organiser, mais... je ne sais pas, ça m'a paru étrange. » Édouard la remercia pour les informations, demandant à Louise de continuer à observer et à lui rapporter tout ce qui lui semblerait suspect. L'employé accepta, montrant une loyauté qui contrastait radicalement avec le comportement de Camille. Le vendredi, 1 semaine après le début de la supercherie, Édouard décida de tester encore plus profondément les intentions de sa fiancée. Pendant le petit déjeuner, il feignit d'être particulièrement abattu. « Camille, je suis inquiet pour les affaires. Il y a des décisions importantes que je dois prendre cette semaine, mais je ne sais pas si j'arrive à me concentrer correctement dans cet état. » Les yeux de Camille brillèrent d'une manière qu'elle tenta de dissimuler rapidement. « Mon amour, tu ne devrais pas te soucier du travail maintenant. Tu dois te concentrer sur ta guérison. Mais ce sont des contrats de plusieurs millions d'euros. Si je perds ces clients, cela pourrait nuire à toute l'entreprise. » Édouard observa attentivement l'expression de Camille. Elle était clairement en train de calculer quelque chose, se mordant la lèvre inférieure comme elle le faisait lorsqu'elle réfléchissait intensément. « Édouard,
Et si je t'aidais avec certaines choses, je peux te lire des documents, organiser des réunions, être tes yeux temporairement. » La proposition était accompagnée d'un doux sourire, mais Édouard perçut l'anxiété derrière les mots. Camille n'offrait pas son aide par amour. Elle essayait d'obtenir l'accès à ses affaires. « Je ne sais pas, Camille. Ce sont des informations très confidentielles, des stratégies de l'entreprise. »« Édouard !» s'exclama-t-elle, et pour la première fois depuis le début de la comédie, Édouard entendit une irritation sincère dans sa voix. « Nous allons nous marier dans 2 semaines. Je ne peux même pas t'aider avec le travail ?» Le masque commençait à glisser. Édouard feignit de reculer, comme s'il avait été pris au dépourvu par son ton altéré. « Désolé, mon amour. C'est que je suis très sensible avec tout ça. Bien sûr que tu peux m'aider. » Camille adoucit immédiatement son expression, comme si elle réalisait qu'elle s'était trop dévoilée. « Pardon, mon chéri, c'est que je suis nerveuse de te voir inquiet. Je veux juste t'aider à traverser ça. » Plus tard ce même jour, Édouard essaya de simuler une crise d'angoisse. Il se mit à respirer de manière accélérée, dit qu'il se sentait complètement perdu, qu'il ne savait pas comment il allait pouvoir vivre sans voir. La réaction de Camille fut révélatrice. Au lieu de la compassion qu'il attendrait d'une femme amoureuse, elle montra une impatience mal dissimulée. « Édouard, tu es trop dramatique. Le médecin a dit que c'était temporaire, n'est-ce pas? Dans quelques semaines, tu seras de nouveau normal. » Mais, et si ce n'est pas le cas? Et si c'est permanent? Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille mit de longues secondes à répondre, et quand elle le fit, sa voix avait une froideur qu'Édouard n'avait jamais remarquée auparavant. « Eh bien, dans ce cas, nous devrons nous adapter, n'est-ce pas ?» Il n'y avait aucune tendresse dans ces mots, aucune promesse de soutien inconditionnel. C'était une réponse pratique, calculée, de quelqu'un qui envisageait clairement ses options. Le samedi, Édouard décida d'augmenter encore la pression. Pendant le déjeuner, il commenta nonchalamment qu'il pensait faire quelques ajustements à son testament, étant donné l'accident de santé qu'il avait subi. « Il est important d'être préparé à toute éventualité, » dit-il, observant attentivement la réaction de Camille. Elle faillit s'étouffer avec le morceau de saumon qu'elle mâchait. « Un testament ? Édouard, pourquoi parles-tu de choses aussi morbides ? » « Ce n'est pas morbide, c'est prudent. Un homme dans ma position doit avoir tout en ordre. » Camille posa sa fourchette dans l'assiette et se pencha vers lui, avec une expression qu'elle tenta de faire paraître inquiète. « Mais tu ne vas rien faire de précipité, n'est-ce pas? Je veux dire, tu ne réfléchis pas correctement en ce moment, tu es en état de choc à cause de l'accident. En fait, je pense avec plus de clarté que jamais. Parfois, la vulnérabilité nous aide à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. » Édouard ne put résister à l'ironie de la phrase, considérant qu'il feignait d'être aveugle précisément pour voir la vérité sur Camille. « Édouard, et si on en parlait après que tu ailles mieux? Ce n'est pas le moment de prendre des décisions importantes. » Une fois de plus, l'inquiétude de Camille ne semblait pas sincère. Elle ressemblait à la panique de quelqu'un qui voyait ses plans s'effondrer. Cette nuit-là, Édouard feignit de dormir lorsqu'il entendit Camille se lever du lit à 2 heures du matin. À travers ses paupières presque closes, il la vit sortir de la chambre en direction du bureau à l'étage inférieur. Il attendit quelques minutes, puis se leva silencieusement, descendant les escaliers avec une extrême prudence pour ne pas faire de bruit. La porte du bureau était entr'ouverte, et Édouard put voir Camille assise devant son ordinateur, tapant furieusement. L'écran était tourné de telle manière qu'il ne pouvait pas voir ce qu'elle faisait, mais il pouvait entendre le son des touches pressées rapidement. Camille cherchait clairement quelque chose dans les fichiers de l'ordinateur. De temps en temps, elle arrêtait de taper, et Édouard entendait le bruit de papier qu'on feuilletait. Elle n'avait allumé qu'une petite lampe, essayant de ne pas attirer l'attention sur ses activités nocturnes. Après environ 40 minutes, Édouard l'entendit se lever et se diriger vers l'escalier. Il retourna silencieusement dans la chambre, se coucha dans le lit et feignit de dormir profondément quand elle revint. Camille se coucha à côté de lui, mais Édouard pouvait sentir son agitation. Elle bougeait constamment, clairement perturbée par quelque chose qu'elle avait découvert lors de sa recherche nocturne dans ses documents. Le dimanche matin, pendant le petit déjeuner, Camille aborda de nouveau la question du mariage. « Édouard, j'ai réfléchi, peut-être devrions-nous reporter la cérémonie de quelques semaines, jusqu'à ce que tu sois complètement rétabli. » Édouard feignit la surprise. « Reporter? Pourquoi? Je peux me marier même sans voir. » C'est que...
Eh bien, il y a la question des documents, des signatures. Il vaudrait mieux attendre que tu sois à 100%. Camille, je peux parfaitement signer des documents. Je n'ai pas besoin de voir pour ça. Elle hésita, cherchant clairement des arguments convaincants. C'est que je veux que notre mariage soit parfait, tu sais. Je ne veux pas que tu aies de mauvais souvenirs du jour le plus important de notre vie. Édouard acquiesça, comme s'il considérait la proposition, mais à l'intérieur, il savait exactement ce qui se passait. Camille avait peur d'épouser un homme qu'elle croyait vulnérable et potentiellement incapable de prendre des décisions sur ses propres biens. « D'accord, dit-il finalement. Si c'est ce que tu veux, nous pouvons reporter. » Le soulagement sur le visage de Camille fut instantané et indéniable. Elle sourit pour la première fois depuis des jours, un sourire sincère qui révélait à quel point elle était soulagée de ne pas avoir à épouser immédiatement un homme qu'elle considérait comme diminué. Cet après-midi-là, Louise s'approcha d'Édouard avec d'autres informations préoccupantes. « Monsieur Édouard, ce matin, alors que je rangeais la chambre, Madame Camille a reçu un appel étrange. La personne à l'autre bout du fil parlait de procuration pour cas d'incapacité et de tutelle des biens. » Édouard sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Êtes-vous sûr de ce que vous avez entendu ?»« Oui, monsieur. Elle demandait combien de temps il fallait pour obtenir ce type de document et s'il était possible de le faire sans que la personne le sache. » La situation devenait plus sérieuse qu'Édouard ne l'avait imaginé. Camille n'était pas seulement intéressée par ses biens, elle planifiait activement d'en obtenir le contrôle légal. « Madame Louise, j'ai besoin que vous continuiez à m'informer de tout ce que vous entendez ou voyez. Nous avons affaire à quelque chose de plus grave que je ne le pensais. » Louise accepta, mais Édouard pouvait voir l'inquiétude sincère dans ses yeux. Elle commençait à comprendre l'étendue de la froideur de Camille. Le lundi, la 2e semaine du test d'Édouard commença, et avec elle vinrent des révélations encore plus troublantes. Camille devenait de plus en plus impatiente face aux limitations d'Édouard, le traitant plus comme un fardeau que comme un compagnon. « Édouard, tu as encore renversé du dentifrice sur le lavabo, » se plaignit-elle le matin. « Je dois passer mon temps à nettoyer derrière toi. » Le ton était d'une pure irritation, sans aucune trace de la compréhension qu'une compagne aimante montrerait. « Désolé, je suis encore en train de m'adapter. »« Oui, mais moi aussi je m'adapte, et ce n'est pas facile. » Édouard feignit de se sentir coupable, mais à l'intérieur, il ressentait un mélange de tristesse et de colère. La femme qu'il avait cru aimer révélait une facette cruelle qu'il n'aurait jamais imaginé exister. Au cours de cette 2e semaine, Camille commença à faire des changements dans la maison sans consulter Édouard. Elle prétendait réorganiser pour faciliter ses déplacements, mais Louise rapporta que plusieurs pièces de valeur avaient disparu. « Monsieur Édouard, ce vase en cristal qui était sur la table du salon n'est plus là, et la montre suisse qui était sur le buffet a également disparu. A-t-elle dit où elles étaient? Elle a dit qu'elle les avait envoyées pour nettoyage et entretien, mais ça m'a paru étrange, parce que vous avez toujours pris grand soin de ces pièces. » Édouard savait que Camille testait jusqu'où elle pouvait aller, retirant des objets de valeur pour voir s'il remarquerait leur absence. Comme il feignait de ne pas voir, elle se croyait libre de faire ce qu'elle voulait. Le mercredi de cette 2e semaine, Camille commit l'erreur qu'Édouard attendait. Pendant le dîner, elle mentionna nonchalamment qu'elle avait pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit de la famille. « C'est juste pour éclaircir quelques questions juridiques sur notre situation, » expliqua-t-elle. « Avec ton problème de santé, il est important de comprendre nos droits et nos devoirs. » Édouard acquiesça comme s'il trouvait l'idée sensée, mais il savait exactement quel était le véritable objectif de Camille. Elle cherchait des moyens légaux d'obtenir le contrôle de ses biens, utilisant sa cécité feinte comme justification. Cette nuit-là, après que Camille se fut endormie, Édouard appela son propre avocat, maître Henri Mendès, lui expliquant la situation et lui demandant conseil sur la manière de se protéger légalement. « Édouard, c'est très sérieux, » dit l'avocat. « Si elle parvient à obtenir une procuration ou une forme de tutelle basée sur votre prétendue incapacité, elle pourrait causer des dommages importants à votre patrimoine. C'est exactement pour cela que je fais ce test. J'ai besoin de preuves concrètes de ses intentions avant de prendre toute mesure. Soyez très prudent et documentez tout ce que vous pouvez. Si cela va devant les tribunaux, nous aurons besoin de preuves solides. » Édouard accepta, sachant qu'il marchait sur une corde raide,
mais il était déterminé à aller au fond de la vérité, peu importe à quel point cela ferait mal. La deuxième semaine se termina avec la certitude absolue d'Édouard que ses pires soupçons se confirmèrent. Camille n'était pas la femme amoureuse qu'elle prétendait être. C'était une personne calculatrice, froide, capable d'exploiter la vulnérabilité de quelqu'un qu'elle était censée aimer. Mais le pire était encore à venir. Édouard savait qu'il devait aller plus loin, tester les limites de la cruauté de Camille pour avoir des preuves incontestables de sa vraie nature. Le test était loin d'être terminé, et les révélations les plus choquantes étaient encore à venir. La troisième semaine commença par un changement radical dans le comportement de Camille. C'était comme si elle avait décidé qu'elle n'avait plus besoin de maintenir les apparences de l'épouse dévouée. Édouard se réveilla le lundi et trouva son côté du lit vide, froid, comme si elle n'y avait pas dormi de la nuit. Il descendit prendre son café et trouva Camille au téléphone dans la cuisine, parlant à voix basse, mais pas assez basse pour qu'il ne puisse pas entendre des bribes de la conversation. « Oui, maître Fabien, je comprends. Donc si je parviens à prouver qu'il n'est pas en état de prendre des décisions concernant ses propres biens, d'accord. Une expertise psychiatrique serait également nécessaire. Non, il ne doit pas savoir que je cherche ces informations. » Édouard sentit le sang lui monter à la tête, mais il garda une expression neutre, feignant de tâtonner jusqu'à la table, comme un homme vraiment aveugle le ferait. Camille mit rapidement fin à l'appel lorsqu'elle remarqua sa présence. « Bonjour, mon amour », dit-elle, mais le ton était complètement dépourvu d'affection. Il était mécanique, automatique, comme une salutation entre étrangers. « Bonjour. À qui parlais-tu » ? « Ah, c'était juste la dentiste qui confirmait mon rendez-vous de la semaine prochaine. » Édouard savait que c'était un mensonge. Les dentistes ne parlaient pas d'expertise psychiatrique et d'incapacité mentale. Camille consultait des avocats sur la manière d'obtenir le contrôle légal de ses biens, et maintenant elle ne se souciait même plus de mentir de manière convaincante. Pendant le petit déjeuner, que Louise servit dans un silence respectueux, Édouard remarqua que Camille était particulièrement agitée. Elle tambourinait des doigts sur la table, vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes, semblait attendre un appel ou un message important. « Camille, ça va ? Tu as l'air nerveuse. »« Je vais très bien, » répondit-elle sèchement. « C'est juste que j'ai quelques trucs à régler aujourd'hui. »« Quel genre de trucs ?» La question la dérangea clairement. Édouard pouvait sentir la tension irradier d'elle comme de la chaleur. Rien de spécial. Des questions administratives ennuyeuses. Après le café, Camille s'enferma dans le bureau pendant plus de 2 heures. Édouard feignit de se reposer dans le salon, mais il pouvait entendre sa voix à travers les murs, toujours à voix basse et pressante. Elle passa au moins 5 appels différents, et dans chacun d'eux, Édouard capta des mots comme incapacité, tutelle, procuration et urgent. Quand elle sortit enfin du bureau, Édouard feignit de dormir dans le fauteuil. À travers ses paupières presque closes, il vit Camille s'arrêter devant lui et l'observer pendant de longues minutes, avec une expression qu'il n'avait jamais vue sur son visage. Ce n'était ni de l'affection ni de l'inquiétude. C'était du pur calcul, comme si elle évaluait un objet qu'elle avait l'intention d'acquérir. Louise, qui époussetait les meubles à proximité, remarqua également la scène. Plus tard, lorsque Camille sortit pour ce qu'elle dit être une consultation médicale de routine, l'employé s'approcha d'Édouard. « Monsieur Édouard, je dois vous dire quelque chose de très grave. » Édouard se redressa dans son fauteuil, toute son attention concentrée sur les paroles de Louise. « Ce matin, alors que je nettoyais la salle de bain de la suite, j'ai entendu Madame Camille parler au téléphone. Elle discutait d'un plan très détaillé. »« Quel genre de plan ?» Louise regarda nerveusement autour d'elle, comme si elle craignait d'être entendue, même en sachant que Camille était sortie. Elle parlait avec quelqu'un sur la manière d'obtenir qu'un médecin atteste que vous n'avez pas les capacités mentales pour gérer vos propres biens. Elle a parlé d'engager un psychiatre qui pourrait être convaincu de faire un rapport favorable. Édouard sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. La situation était bien plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Camille n'était pas seulement intéressée par son argent, elle conspirait activement pour le faire déclarer mentalement incapable. Il y a plus, monsieur Édouard. Elle parlait aussi de déplacer certains biens avant que toute procédure légale ne commence.
Elle a dit qu'il est plus facile de transférer les choses quand la personne est coopérative. Coopérative, répéta Édouard, sentant un goût amer dans la bouche. Et il y a autre chose, continua Louise, maintenant visiblement agitée. Hier soir, quand vous dormiez, elle a fait venir un homme étrange ici. Ils sont restés dans la salle à manger pendant plus d'1 heure, regardant les tableaux, les sculptures, prenant des notes dans un carnet. Édouard se leva brusquement de son fauteuil. Un homme? Quel genre d'homme? Il semblait être un expert en art, ou quelque chose comme ça. Il examinait tout de très près, prenait des photos avec son téléphone. Madame Camille lui a dit d'être discret, que vous ne deviez pas le savoir. La trahison se révélait dans toute sa magnitude. Camille ne se contentait pas de planifier d'obtenir le contrôle de ses biens. Elle était en train d'évaluer et de cataloguer activement tout ce qu'elle avait l'intention de s'approprier. « Madame Louise, dit Édouard, sa voix chargée d'une froide détermination, j'ai besoin que vous m'aidiez avec quelque chose de très important. Nous allons documenter tout ce qui se passe ici. » Louise accepta immédiatement. Édouard expliqua qu'il voulait qu'elle enregistre, chaque fois que possible, les conversations de Camille, qu'elle photographie tout document suspect qu'elle trouverait et qu'elle tienne un registre détaillé de tous les objets qui disparaîtraient de la maison. « Mais, monsieur Édouard, si elle découvre que je vous aide, elle ne le découvrira pas. Et si elle le découvre, je vous protégerai. Vous avez ma parole. » Cet après-midi-là, lorsque Camille revint de sa prétendue consultation médicale, Édouard décida de tester encore plus profondément ses intentions. Il feignit d'être particulièrement confus et désorienté. « Camille, je me sens très étrange aujourd'hui. Un peu perdu, tu sais. Parfois, j'oublie où je suis. » Les yeux de Camille brillèrent d'un intérêt qu'elle tenta de dissimuler sous de l'inquiétude. « Tu oublies où tu es? Comment ça? » C'est difficile à expliquer. C'est comme si mon esprit aussi devenait un peu brumeux en même temps que ma vue. Édouard observa attentivement sa réaction. Au lieu de l'inquiétude sincère qu'une compagne aimante montrerait, Camille semblait presque excitée par la possibilité qu'il développe des problèmes mentaux en plus de la cécité. « Édouard, as-tu dit ça au médecin? »« Non, pas encore. Tu penses que je devrais? » ?»« Bien sûr que oui. Ça pourrait être très sérieux. Je vais te prendre un rendez-vous dès demain. » La hâte de Camille à obtenir une documentation médicale sur une prétendue détérioration mentale d'Édouard confirmait tous les soupçons qu'il avait développés. Elle ne voulait pas l'aider à aller mieux. Elle voulait des preuves officielles qu'il était incapable. Le mardi, Camille l'accompagna à une consultation avec un neurologue qu'elle avait choisi. Édouard feignit d'être confus pendant toute la consultation, donnant des réponses vagues et contradictoires aux questions du médecin. Camille, assise à côté, s'assurait de souligner chaque signe de confusion mentale qu'Édouard montrait. « Docteur, il est comme ça depuis quelques jours, » disait-elle avec une fausse inquiétude. « Parfois, il oublie où il a mis les choses. Il est désorienté sur le jour qu'on est. Je suis très inquiète. » Le médecin, un professionnel éthique, suggéra une batterie d'examens plus détaillée avant de tirer toute conclusion. Mais Édouard remarqua comment Camille insistait pour que le médecin mette ses observations par écrit, juste pour avoir un suivi de l'évolution du tableau clinique. Sur le chemin du retour, Camille était visiblement frustrée par la prudence du médecin. « Édouard, tu aurais dû mentionner plus de symptômes. Le docteur doit comprendre la gravité de la situation. » « Quels symptômes? »« Je ne sais pas, la confusion, les oublis. Tu ne décris pas bien ce que tu ressens. » Édouard réalisa que Camille essayait de le guider pour qu'il exagère des symptômes qui justifieraient une déclaration d'incapacité mentale. La froideur de son calcul était effrayante. Cet après-midi-là, pendant que Camille était au spa, Édouard reçut un appel inattendu. C'était Maître Henri, son avocat, avec des nouvelles préoccupantes. « Édouard, j'ai reçu un appel très étrange aujourd'hui. Un confrère m'a contacté en disant qu'il avait été consulté par une femme au sujet de procédures de mise sous tutelle pour incapacité mentale. Elle n'a pas donné le nom du patient, mais les caractéristiques qu'elle a décrites correspondaient exactement à votre profil. » Édouard sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Elle est vraiment en train de faire ça. Édouard, c'est très sérieux. Si elle parvient à rassembler des documents médicaux et des témoignages attestant de votre prétendue incapacité, elle pourrait tenter d'obtenir une mise sous tutelle judiciaire. Cela lui donnerait un contrôle total sur vos biens. Que dois-je faire pour me protéger? Premièrement,
arrêtez cette comédie de la cécité. Deuxièmement, documentez tout ce que vous pouvez sur ces actions. Et troisièmement, envisagez sérieusement la possibilité de déposer une plainte pour tentative d'escroquerie. Édouard expliqua qu'il avait encore besoin de quelques jours pour rassembler des preuves incontestables. Mais il promit de bientôt mettre fin à la représentation et de prendre les mesures légales nécessaires. Le mercredi, la situation s'envenima à un niveau encore plus troublant. Louise rapporta que Camille avait reçu la visite de 2 hommes différents dans la matinée. L'un d'eux était clairement un serrurier, qui changea les serrures de plusieurs pièces de la maison, y compris le bureau et le coffre-fort de la chambre principale. Elle a dit que c'était pour la sécurité, expliqua Louise, qu'avec vous aveugles, il valait mieux limiter l'accès à certaines zones de la maison. Édouard se rendit compte qu'il était systématiquement isolé de ses propres biens. Camille créait des barrières physiques et légales entre lui et son patrimoine. Le deuxième visiteur fut encore plus alarmant. C'était un homme qui se présenta comme conseiller financier, mais Louise entendit une partie d'une conversation où il expliquait à Camille comment transférer des investissements de manière discrète. Il a parlé de comptes offshore, de la manière de déplacer de l'argent sans laisser de traces. Madame Camille était très intéressée. Elle notait tout dans un petit carnet. Édouard réalisa qu'il devait agir rapidement. Camille ne se contentait pas de planifier d'obtenir le contrôle de ses biens. Elle prévoyait de les faire disparaître avant qu'ils ne puissent réagir. Le jeudi, Camille commit l'erreur fatale qu'Édouard attendait. Pendant le dîner, elle aborda une proposition qui révélait complètement ses intentions. « Édouard, j'ai réfléchi à notre situation. Avec tes problèmes de santé, il serait peut-être mieux que j'assume certaines responsabilités financières. Tu sais, pour te soulager de ce poids. » Édouard feignit de considérer l'idée. « Quel genre de responsabilité ? Eh bien, je pourrais m'occuper du paiement des factures, de l'administration de la maison, peut-être même de certaines décisions d'investissement, juste jusqu'à ce que tu sois complètement rétabli. Cela signifierait me donner une procuration pour agir en ton nom. » « Exactement. Ce serait temporaire, juste pour faciliter les choses. » Édouard savait que s'il signait un document donnant procuration à Camille, il livrerait son patrimoine entre ses mains. Et en se basant sur tout ce qu'il avait découvert au cours des 3 dernières semaines, il savait exactement ce qu'elle ferait de ce pouvoir. « Je dois y réfléchir, dit-il finalement. « Édouard, insista Camille, et cette fois elle ne put dissimuler l'impatience dans sa voix. « Ce n'est pas si compliqué, c'est juste une formalité. Je suis ta fiancée. Dans 2 semaines, nous serons mariés. Il est naturel que je m'occupe de ces choses. » 2 semaines ? Je pensais que nous avions reporté le mariage. Camille hésita, réalisant clairement qu'elle s'était contredite. « Eh bien, c'est que... peut-être qu'il n'est pas nécessaire de reporter aussi longtemps. Cela dépend de comment tu te sentiras. » Édouard comprit exactement ce qui se passait. Camille voulait la procuration avant le mariage pour pouvoir agir librement. Mais elle voulait aussi se marier rapidement pour avoir des droits légaux sur ses biens en tant qu'épouse. Cette nuit-là, après que Camille se fut endormie, Édouard sortit silencieusement de la chambre et se rendit au salon où il appela Maître Henri. « Henri, je dois mettre fin à cette comédie demain. La situation devient trop dangereuse. » « Que s'est-il passé ?» Édouard relata les événements des derniers jours, y compris la pression pour obtenir la procuration et les consultants suspects que Camille avait fait venir à la maison. « Édouard, vous courez un risque réel. Elle pourrait préparer de faux documents ou essayer de créer une situation où vous seriez forcé de signer des choses que vous ne comprenez pas. Vous devez agir immédiatement. C'est exactement ce que je vais faire. Demain soir, je révélerai tout. Voulez-vous que je sois présent ? Nous pourrions avoir besoin d'une documentation légale de ce qui se passera. » Édouard accepta. Ils fixèrent un rendez-vous pour 20 heures le vendredi soir. Ce serait le moment de la révélation finale. Le vendredi matin, Édouard se réveilla avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Enfin, après 3 semaines de comédie, il saurait exactement où il mettait les pieds. Il savait que Camille n'était pas la femme qu'il pensait connaître, mais il voulait entendre de sa propre bouche la confirmation de ses pires soupçons. Toute la journée, Camille fut particulièrement agitée. Elle passa plusieurs appels, sortit de la maison pendant quelques heures sans expliquer où elle allait, et semblait finaliser une sorte de plan. Quand elle revint dans l'après-midi, elle portait un dossier de documents qu'elle tenta de cacher à Édouard. « Édouard, dit-elle pendant le goûter,
J'ai réussi à parler à un très bon avocat aujourd'hui. Il a préparé quelques papiers qui vont nous faciliter la vie. Quel genre de papiers? La procuration dont nous avons parlé hier, plus quelques autres documents liés à notre mariage. Des choses techniques que tu n'as pas besoin de comprendre dans les détails. Édouard savait que le moment était venu. Camille essayait de lui faire signer des documents sans qu'il comprenne pleinement ce qu'il faisait, profitant de sa prétendue cécité et confusion mentale. « Camille, et si nous dînions dehors ce soir, pour célébrer mon amélioration ?»« Ton amélioration ?» Je me sens un peu mieux, plus lucide. Je pense que le traitement fonctionne. La déception sur le visage de Camille fut évidente, même si elle tenta de la dissimuler. « Ah, c'est bien, mais peut-être vaut-il mieux dîner à la maison, tu es encore en convalescence. En fait, j'ai déjà réservé. À 20h, dans ce restaurant français que tu aimes, ce sera une surprise spéciale. » Camille accepta, mais Édouard pouvait voir qu'elle était contrariée à la perspective de sortir de la maison, alors qu'elle avait des documents importants qui attendaient d'être signés. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le dîner serait vraiment spécial. Ce serait le moment où tous les masques tomberaient et où Édouard connaîtrait enfin la vraie nature de la femme qu'il avait cru aimer. Les prochaines heures révéleraient tout, et Édouard était préparé à toute vérité qu'il trouverait, peu importe à quel point cela ferait mal. Le restaurant était exactement comme Édouard l'avait prévu. Il avait réservé une table privée au fond de la salle, loin des oreilles indiscrètes, où l'éclairage doux créait une ambiance intime qui, en d'autres circonstances, aurait pu être romantique. Mais ce vendredi soir-là, la table servirait de scène à la révélation la plus importante de sa vie. Camille arriva ponctuellement à 20h, vêtue de la robe bleu marine qu'Édouard lui avait offerte le mois précédent. Elle était belle comme toujours, les cheveux attachés en un chignon élégant, un maquillage impeccable, un sourire radieux. Pour tout observateur occasionnel, elle était l'image parfaite de la fiancée dévouée sortant dîner avec son futur mari. « Édouard, ça va ?» demanda-t-elle en s'asseyant, tendant automatiquement la main pour le guider jusqu'à sa chaise. « Tu as réussi à arriver ici sans difficulté ?»« Parfaitement bien, » répondit Édouard, se laissant guider une fois de plus. « Le chauffeur m'a aidé, et le serveur a été très attentionné. » Pendant les 20 premières minutes, ils maintinrent une conversation apparemment normale. Camille commentait le menu, décrivait les plats à Édouard, feignait un intérêt sincère pour son bien-être. Mais Édouard pouvait percevoir la tension sous-jacente dans sa voix, la hâte mal dissimulée de rentrer à la maison et de finaliser les documents qu'elle avait préparés. « Édouard, à propos de ces papiers que j'ai mentionnés aujourd'hui, » dit-elle lorsque le serveur apporta les entrées, « il serait bon de régler ça rapidement. Plus tôt nous organiserons notre situation financière, mieux ce sera. »« Bien sûr, mon amour. Quel genre de document exactement ?» Camille hésita une fraction de seconde, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. « Ce sont de simples procurations, des contrats de gestion de biens, des choses que tous les couples font avant le mariage, surtout compte tenu de ta situation actuelle. » Édouard acquiesça comme s'il considérait la proposition, mais à l'intérieur il ressentait une profonde tristesse. Même à ce moment, dans ce qui aurait dû être un dîner romantique, Camille ne pouvait s'empêcher de penser à la manière d'obtenir le contrôle de son patrimoine. « Camille, » dit-il en posant sa fourchette à côté de son assiette, « je dois te dire quelque chose de très important. » Elle leva les yeux de son saumon qu'elle était en train de couper, une expression de curiosité traversant son visage. « Bien sûr, mon amour, qu'est-ce que c'est ?» « Ces 3 dernières semaines, depuis l'accident, j'ai beaucoup appris sur moi-même, sur ce qui est vraiment important dans la vie. C'est bien, Édouard. Les moments difficiles nous font parfois grandir. » « Exactement. Et l'une des choses qui m'a le plus marqué, c'est de découvrir qui se soucie vraiment de moi. » Camille sourit, pensant clairement qu'Édouard faisait référence à elle. « J'ai aussi appris sur la peur, la vulnérabilité, la dépendance, » continua-t-il. « J'ai appris à quel point il est effrayant de ne pas pouvoir voir. Ça a dû être terrible, mon amour. Ça l'a été. Mais sais-tu ce qui a été pire que de ne pas pouvoir voir ?» Camille secoua la tête, une expression de curiosité sincère sur son visage. C'était de découvrir que parfois, on voit mieux quand on ferme les yeux. Édouard fit une pause, observant attentivement l'expression de Camille. Elle semblait légèrement confuse, comme si elle ne comprenait pas où il voulait en venir. « Camille, pendant ces 3 semaines, j'ai pu voir des choses que je n'avais jamais remarquées auparavant.
des gestes, des mots, des attitudes, des choses que j'aurais peut-être ignorées si j'avais été distrait par l'agitation du quotidien. Édouard, tu me fais peur. De quoi parles-tu? Je parle de l'appel que tu as passé lundi matin avec Maître Fabien, pour discuter de la manière d'obtenir une déclaration d'incapacité mentale à mon sujet. La fourchette de Camille s'arrêta en l'air, son visage pâlit visiblement, mais elle tenta de garder son sang-froid. « Édouard, je ne sais pas de quoi tu parles. Je parle des hommes que tu as fait venir à la maison pour expertiser mon art, mes bijoux, mes objets de valeur. Édouard, je parle des serrures que tu as fait changer pour m'empêcher d'accéder à mes propres biens. » Camille posa sa fourchette dans l'assiette, ses mains tremblant légèrement. « Édouard, tu es confus. Il vaudrait peut-être mieux que nous rentrions. Je parle des conseillers financiers que tu as consultés pour savoir comment transférer de l'argent vers des comptes offshore sans laisser de traces. » La couleur avait complètement disparu du visage de Camille. Elle regardait nerveusement autour d'elle, comme si elle cherchait une issue de secours. « Édouard, tu délires. Tu as besoin d'une aide médicale. Et je parle surtout de la façon dont tu as traité Louise ces dernières semaines, comme si elle était invisible, comme si elle n'avait pas de sentiments, comme si elle n'était qu'un obstacle sur le chemin de tes plans. » Édouard se pencha vers Camille, sa voix basse mais chargée d'une intensité qui la fit reculer sur sa chaise. « Tu sais ce que Louise m'a raconté, Camille? Elle m'a dit qu'il y a 10 ans, quand son fils était en train de mourir d'une leucémie, un anonyme a payé tout le traitement. Chirurgie, chimiothérapie, médicaments importés, plus de 200 000 € de frais médicaux. » Camille tremblait maintenant visiblement, ses yeux allant et venant entre Édouard et les sorties du restaurant. Elle n'a jamais su qui était cet ange gardien jusqu'à quelques années plus tard, quand elle a découvert par hasard que c'était moi. Et sais-tu pourquoi elle l'a découvert? Parce qu'elle a trouvé les reçus médicaux archivés dans mon bureau, avec une lettre de l'hôpital remerciant le don anonyme. Édouard fit une pause, laissant l'information pénétrer. Louise ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Elle ne m'a jamais remercié directement, n'a jamais rien demandé en retour. Elle a simplement continué à travailler, loyale, dévouée, honnête. Pendant 10 ans, elle a pris soin de moi sans savoir que j'avais sauvé la vie de son fils. Édouard, s'il te plaît. Et sais-tu ce qui m'impressionne le plus chez Louise? Ces 3 dernières semaines, alors que j'étais supposément aveugle et vulnérable, elle n'a pas changé d'un iota sa façon de me traiter. Elle est restée respectueuse, attentionnée, protectrice, parce que pour elle, je ne suis pas un compte en banque. Je suis une personne. Camille tenta de se lever de table, mais Édouard continua de parler, sa voix maintenant plus forte, plus ferme. « Tu veux savoir comment je sais toutes ces choses que tu as faites, Camille? Comment je suis au courant de tes appels, de tes plans, de tes consultants, de tes manigances ?» Elle s'arrêta en plein mouvement, comme si elle savait qu'elle était sur le point d'entendre quelque chose qui allait tout changer. Édouard se leva lentement de sa chaise et la regarda droit dans les yeux. « Parce que je n'ai jamais été aveugle. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille resta paralysée, la bouche ouverte sous le choc, comme si elle ne pouvait pas assimiler ce qu'elle venait d'entendre. « J'ai tout vu, Camille. Chaque appel, chaque visiteur suspect, chaque document que tu as préparé dans mon dos, chaque moment où tu m'as traité comme un fardeau, chaque signe d'impatience quand tu pensais que je ne pouvais pas voir. » Édouard fit le tour de la table et s'approcha d'elle, qui restait immobile comme une statue. « J'ai feint d'être aveugle parce que j'avais besoin d'être certain de tes vrais sentiments. J'avais besoin de savoir si tu m'aimais ou si tu n'aimais que ce que je pouvais offrir matériellement. »« Édouard, je peux expliquer, » murmura-t-elle, la voix à peine audible. « Expliquer quoi? Comment tu t'es proposé pour prendre soin de moi quand tu pensais que j'étais vulnérable, juste pour pouvoir obtenir le contrôle de mes biens? Comment tu as essayé d'obtenir des documents médicaux attestant de mon incapacité mentale? Comment tu as fait venir des experts pour cataloguer ma propriété? » Camille réussit enfin à parler, mais sa voix était désespérée, presque hystérique. « Édouard, tu ne comprends pas. J'avais peur. Peur de l'avenir, peur de l'insécurité. J'ai grandi sans rien avoir, tu le sais. Quand je t'ai vu comme ça, j'ai pensé que tout pourrait s'effondrer. Et ta première réaction a été de t'assurer que tu récupérerais tout si je mourais ou si j'étais déclaré incapable. Ce n'était pas comme ça. J'essayais de protéger notre avenir. » « Notre avenir ? Camille,
Tu en es arrivé au point de consulter des avocats sur la manière de me faire déclarer mentalement incapable. C'est ça, l'amour. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Camille, mais Édouard savait que ce n'étaient pas des larmes de regret sincère. C'étaient des larmes de désespoir d'avoir été découverte. « Édouard, je t'aime. J'ai peut-être pris de mauvaises décisions, mais c'est parce que j'étais terrifié. Tu m'aimes? Alors explique-moi pourquoi. Quand tu pensais que j'étais aveugle, tu as commencé à me traiter avec impatience et froideur. Explique-moi pourquoi tes premières préoccupations concernaient les testaments et les régimes matrimoniaux. » Édouard sortit son téléphone de sa poche et lança un enregistrement. C'était la voix de Camille, cristalline et sans équivoque. « Martine, s'il reste comme ça en permanence, je vais devoir reconsidérer le mariage. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui n'a pas le contrôle de ses propres biens. » Camille pâlit encore plus en entendant sa propre voix révéler ses véritables pensées. « Louise a enregistré cet appel la première semaine, » expliqua Édouard, « ainsi que plusieurs autres où tu discutais de plans pour obtenir le contrôle de ma fortune. Édouard, s'il te plaît, donne-moi une chance de m'expliquer. 3 semaines, Camille. Je t'ai donné 3 semaines pour montrer qui tu étais vraiment. Et tu l'as montré. » Édouard sortit la bague de fiançailles de sa poche et la posa sur la table entre eux. « Il n'y a rien à expliquer. J'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. » Camille regarda la bague, puis Édouard, puis de nouveau la bague. Lentement, l'expression de désespoir sur son visage commença à se transformer en quelque chose de plus sombre. « Tu m'as trompé, » dit-elle, sa voix maintenant chargée de colère. « Tu as mis tout ça en scène pour me tester ? J'avais besoin de connaître la vérité. » La vérité. La vérité, c'est que tu es un homme riche et paranoïaque qui ne peut faire confiance à personne. Le masque était enfin complètement tombé. La Camille douce, attentionnée, aimante avait disparu, révélant la femme froide et calculatrice qu'Édouard avait découverte être sa vraie nature. « La vérité, c'est que tu ne m'as jamais vraiment aimé, » continua-t-elle, maintenant debout, sa voix assez forte pour attirer les regards curieux des tables voisines. « Tu m'as toujours vue comme une potentielle profiteuse. Et j'avais tort ?» Camille ne répondit pas immédiatement. Pendant plusieurs secondes, ils se fixèrent en silence. Finalement, elle parla, mais sa voix était différente. Froide, calculée, dépourvue de toute feinte. « Tu veux savoir la vérité, Édouard ? La vérité, c'est que oui, j'étais intéressé par ton argent. Mais j'étais aussi intéressé par toi. Ça aurait pu être un bon mariage pour nous deux. Un bon mariage basé sur l'intérêt financier et des tentatives de fraude. Un mariage basé sur une convenance mutuelle. Tu aurais eu une femme belle et intelligente, j'aurais eu la sécurité financière. Ça arrive tout le temps. » Édouard secoua la tête, ressentant un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse d'avoir perdu ce qu'il pensait être le véritable amour. Soulagement d'avoir découvert à temps la vraie nature de Camille. « Camille, je veux que tu quittes ma maison ce soir. Demain matin, mes avocats prendront contact pour formaliser la fin de nos fiançailles et s'assurer que tu n'aies accès à rien de ce qui m'appartient. Tu ne peux pas me mettre dehors comme ça. Je le peux et je le ferai. J'ai des enregistrements, des photographies, des documents, prouvant une tentative de fraude et d'escroquerie. Si tu veux éviter des poursuites pénales, je te suggère d'accepter mes conditions. » Camille le fixa encore quelques secondes, comme si elle pesait ses options. Finalement, elle prit son sac et se dirigea vers la sortie du restaurant, mais pas avant de se retourner une dernière fois. « Édouard, tu le regretteras. Tu finiras seul pour le reste de ta vie, incapable de faire confiance à qui que ce soit d'autre. Je préfère être seul que mal accompagné. » Elle partit sans un mot de plus, laissant Édouard seul à table. Il resta là quelques minutes, assimilant tout ce qui s'était passé. 3 semaines de comédie, 3 semaines de découvertes douloureuses, mais 3 semaines qui lui avaient montré la vérité sur la personne qu'il avait l'intention d'épouser. Quand il rentra chez lui 1 heure plus tard, il trouva Louise qui l'attendait dans le salon, visiblement inquiète. « Monsieur Édouard, comment ça s'est passé ? » ?»« C'est fini, Madame Louise. Tout est fini. » Édouard s'assit lourdement dans un fauteuil, sentant le poids émotionnel des récents événements. Louise s'approcha et, pour la première fois en 10 ans de service, posa une main réconfortante sur son épaule. « Je suis désolé, monsieur Édouard. Je sais que vous l'aimiez beaucoup. Je l'aimais, oui, ou du moins, j'aimais la personne que je pensais qu'elle était.
Et maintenant, comment vous sentez-vous? Édouard réfléchit à la question quelques instants. Comment se sentait-il? Trahi, certainement. Triste de la perte de ce qu'il pensait être le véritable amour. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose qu'il ne s'attendait pas à ressentir. Soulagé, dit-il finalement. Soulagé de l'avoir découvert à temps. Soulagé de ne pas m'être marié avec une étrangère. Dans les jours qui suivirent, Édouard traversa une période de profonde réflexion. Camille avait quitté la demeure le soir même, n'emportant que les vêtements qu'elle avait apportés lorsqu'ils avaient emménagé ensemble. Elle n'essaya pas de le contacter ni de faire le moindre chantage, comprenant apparemment qu'Édouard avait suffisamment de preuves pour détruire sa réputation et peut-être même la mener en prison. L'avocat d'Édouard, maître Henri, s'occupa de tous les aspects juridiques, s'assurant que tous ses biens restaient protégés et qu'il n'y avait aucune possibilité pour Camille de revendiquer un quelconque droit sur son patrimoine. Mais ce fut pendant ces semaines de solitude qu'Édouard fit ses découvertes les plus importantes. Il découvrit que l'absence de Camille ne le laissait pas aussi seul qu'il l'avait craint. En fait, il réalisait, maintenant qu'il se sentait plus seul quand elle était présente, feignant des sentiments qui n'existaient pas, que maintenant qu'il était vraiment seul. Louise continua à s'occuper de la maison avec le même dévouement que toujours, mais Édouard remarqua un changement subtil dans son comportement. Elle semblait plus détendue, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. « Madame Louise, dit-il un samedi matin, alors qu'ils prenèrent le café ensemble sur la terrasse, « puis-je vous poser une question personnelle? »« Bien sûr, monsieur Édouard. »« Vous ne m'avez jamais remercié pour le traitement de votre fils. Pourquoi ?» Louise sourit, un sourire doux et mélancolique. « Parce que la vraie gratitude n'a pas besoin d'être dite tout le temps, monsieur Édouard. La vraie gratitude se montre dans la façon dont on traite la personne, dans la loyauté, dans l'affection. » Édouard acquiesça, comprenant. Pendant toutes ces années, Louise avait montré sa gratitude non par des mots, mais par des actes, avec dévouement, avec honnêteté, avec une loyauté inébranlable qui ne dépendait ni de récompense ni de reconnaissance. « Et de plus, continua-t-elle, vous n'avez pas fait ça pour être remercié. Vous l'avez fait parce que vous avez un bon cœur. Si j'en parlais tout le temps, ce serait comme si je vous rappelais une dette que vous n'avez jamais voulu qu'on vous rembourse. » À ce moment-là, Édouard comprit quelque chose de fondamental sur la nature des relations humaines. Il y avait des gens comme Louise qui donnaient sans demander, qui aimaient sans rien exiger, qui restaient loyaux même quand il n'y avait rien à gagner. Et il y avait des gens comme Camille, qui calculaient chaque geste, qui mesuraient chaque mot, qui voyaient des relations comme des transactions commerciales. « Madame Louise, puis-je vous confier un secret ?»« Bien sûr. Pendant ces 3 semaines, quand je feignais d'être aveugle, vous avez été la seule personne à me traiter exactement de la même manière que toujours, comme si j'étais la même personne, que je sois vulnérable ou non. » Louise baissa les yeux, visiblement émue. « C'est parce que pour moi, vous avez toujours été la même personne, monsieur Édouard. Riche ou pauvre, en bonne santé ou malade. Vous avez un bon cœur, et ça ne change pas. » Édouard sentit des larmes se former dans ses yeux. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse pour la perte de Camille, mais des larmes de gratitude d'avoir à ses côtés quelqu'un qui le voyait pour ce qu'il était vraiment, non pour ce qu'il possédait. « Merci, Madame Louise, pour tout. Il n'y a pas à me remercier, monsieur Édouard. Nous sommes une famille. » Cet après-midi-là, Édouard prit une décision qui mûrissait dans son esprit depuis des jours. Il appela son avocat et lui donna pour instruction de préparer quelques documents. Il voulait apporter des modifications à son testament, mais pas du genre de celles que Camille avait suggérées. Il voulait s'assurer que Louise et sa famille soient protégées pour le reste de leur vie, non par obligation ou par culpabilité, mais par reconnaissance. Reconnaissance de la valeur de la loyauté sincère, de l'amour inconditionnel, de la présence constante de quelqu'un qui se souciait vraiment. 3 mois s'étaient écoulés depuis la révélation au restaurant. Édouard était retourné complètement au travail, se concentrant sur l'expansion de ses affaires et sur des projets philanthropiques qu'il voulait développer depuis longtemps. Il créa une fondation pour aider les familles démunies ayant des enfants malades, inspirée par l'histoire de Louise et de son fils. Il n'y avait pas de femme dans sa vie amoureuse, et cela ne le dérangeait pas. Il avait appris qu'il préférait être seul que mal accompagné. Il avait aussi appris que la solitude et l'isolement
étaient deux choses différentes. La solitude, c'était d'être entouré de fausses personnes. L'isolement, c'était d'être en paix avec soi-même. Un soir, alors qu'il dînait seul sur la terrasse, observant les lumières de la ville s'allumer en contrebas, Édouard réfléchit à tout ce qu'il avait appris au cours de ces mois tumultueux. Il avait appris que le véritable amour ne se mesure pas à ce que quelqu'un est prêt à recevoir, mais à ce qu'il est prêt à donner sans rien attendre en retour. Il avait appris que la loyauté sincère ne fait pas de bruit, ne s'annonce pas, elle existe simplement. Il avait appris que parfois, il faut feindre d'être aveugle pour enfin voir clairement. Mais surtout, il avait appris que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais en qui est à nos côtés quand nous ne possédons plus rien. Louise apparut sur la terrasse apportant une tasse de thé comme elle le faisait tous, les soirs. « Monsieur Édouard, aurez-vous besoin de quelque chose d'autre ce soir ?»« Non, merci. Madame Louise. »« Oui. Vous êtes la plus grande richesse que j'ai. » Elle sourit, de ce sourire discret et affectueux qu'Édouard avait appris à apprécier plus que toute démonstration exagérée d'affection. « Et vous êtes la famille que j'ai choisi d'avoir. » Cette nuit-là, Édouard dormit en paix pour la première fois depuis des mois. Il n'y avait aucun doute sur qui était à ses côtés, aucune crainte de motivation cachée, aucun besoin de tester la sincérité de quiconque. Il y avait seulement la certitude que certaines personnes entrent dans nos vies pour y rester, non parce qu'elles ont quelque chose à gagner, mais parce qu'elles ont quelque chose à donner. Et ces personnes, ces rares et précieuses personnes, sont les véritables trésors de l'existence. Édouard avait passé des années à bâtir un empire financier, mais ce n'est que maintenant qu'il réalisait que sa plus grande réussite n'avait pas de valeur monétaire. C'était d'avoir à ses côtés quelqu'un qui l'aimait non pas pour ce qu'il avait, mais pour ce qu'il était. Et cela, cette richesse émotionnelle, était vraiment inestimable. Le test de la vérité était terminé. Et Édouard avait découvert que la vérité, bien que parfois douloureuse, vaut toujours plus que le plus doux des mensonges. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché celui d'Édouard, laissez votre j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Dans les commentaires, dites-nous ce qui vous a le plus marqué, la découverte d'Édouard sur la vraie nature de Camille ou la reconnaissance de la loyauté silencieuse de Louise. Vos réflexions sont importantes pour nous. Chaque jour, nous vous proposons des récits qui explorent les sentiments les plus profonds de l'âme humaine, des histoires qui nous font réfléchir à l'amour, la loyauté, la vérité et les valeurs qui comptent vraiment dans la vie. Nous vous attendons pour le prochain épisode où nous nous plongerons une fois de plus dans les mystères du cœur humain.